Bienvenue. Aujourd'hui, on s'attaque à une question qui semble presque impossible à résoudre. Comment peut-on analyser la société de manière scientifique alors que les sujets qui la composent, la politique, l'économie, la culture, ça nous touche personnellement, ça nous passionne. Nos sources pour cette exploration, c'est une série d'essais du tout début du XXe siècle, écrits par l'un des pères de la sociologie, Max Weber. Et le défi est immense. Comment rester objectif face à des sujets où tout le monde, nous y compris, a des convictions fortes? Notre mission, c'est un peu de déterrer de ces écrits parfois un peu ardus une véritable boîte à outils intellectuelle pour penser plus clairement le monde qui nous entoure. C'est exactement ça. Et le mot-clé chez Weber, vraiment, c'est l'honnêteté intellectuelle. Son but, c'est pas nous transformer en robots sans opinion. Au contraire, il nous dit que c'est impossible. Le véritable enjeu, c'est de comprendre la différence fondamentale, le fossé infranchissable qu'il y a entre constater un fait, voici les chiffres du chômage par exemple, et porter un jugement de valeur. Cette situation est inacceptable. Voilà, exactement. C'est une discipline mentale qui est cruciale, surtout aujourd'hui, à l'ère des réseaux sociaux où tout est mélangé en permanence. On va voir comment Weber propose de naviguer dans cette tension entre la rigueur scientifique et nos valeurs personnelles. Alors, allons-y, plongeons dans le cœur du problème, cette fameuse distinction entre les faits et les jugements de valeur. Pour être sûr qu'on parte sur les mêmes bases, un jugement de valeur, selon Weber, c'est bien quand on dit qu'une chose est bonne, mauvaise, satisfaisante ou déplorable. C'est ça, c'est une prise de position pratique. Et pour Weber, un scientifique, dans le cadre de sa recherche, ou un professeur dans sa salle de classe, n'a pas à faire ça. Il affirme qu'il y a une séparation totale entre le monde de ce qui est le domaine de la science, et le D'accord? monde de ce qui doit être, qui relève de l'éthique, de la politique ou de la foi. Tenter de passer de l'un à l'autre, pour lui, c'est une faute logique. Ah oui. Oui, par exemple, ce n'est pas parce que la technologie de l'intelligence artificielle se développe à une vitesse folle, ça c'est un fait, qu'elle est nécessairement souhaitable. Ça c'est un jugement de valeur. Il prend l'exemple très parlant du professeur d'université. Il dénonce ce qu'il appelle le prophète en chair. Oui, Cet enseignant qui utiliserait son autorité pour endoctriner ses étudiants, pour prêcher ses propres idéaux. exactement. Pour Weber, l'université ne doit pas former des militants, mais des esprits capables d'une seule chose, l'intégrité intellectuelle. C'est la seule vertu qu'un prof peut exiger. Et ce qui est fascinant, c'est qu'il est tout aussi critique envers la fausse neutralité. C'est-à-dire, Il déteste la tactique qui consiste à dire « Oh, moi je ne fais rien, je laisse les faits parler d'eux-mêmes ». pour lui, c'est la pire des manipulations. Ouais, oui, parce qu'on choisit les faits qu'on présente, évidemment. On les choisit pour orienter insidieusement l'auditoire vers la conclusion qu'on désire. Ça, c'est un point contre-intuitif. On nous apprend souvent que la vérité se trouve quelque part au milieu, qu'il faut chercher le compromis. Weber dit que c'est une erreur en science. Pourquoi? Parce que le compromis est une notion politique, pas scientifique. D'accord. Trouver un accord au Parlement, c'est de la politique. Mais en science, le but n'est pas de trouver un juste milieu confortable entre, disons, la théorie de l'évolution et le créationnisme. Le rôle de la science, selon Weber, n'est pas de nous donner des réponses toutes faites ou des solutions miracles. Sa tâche est de clarifier les termes du débat. Clarifier, oui. Elle doit dire, voilà l'option A. Si vous la choisissez, voici les conséquences factuelles probables. Voilà l'option B avec ses conséquences. Et voilà l'option C. Maintenant, à vous, citoyens, de choisir en fonction de vos valeurs. La science éclaire le choix, mais elle ne choisit pas. Alors là, on touche à un point qui m'a toujours paru paradoxal. Ah oui? Si on doit être totalement neutre dans l'analyse et s'abstenir de tout jugement, Oui. comment est-ce qu'on décide même de commencer? Pourquoi un chercheur choisirait-il d'étudier la montée des inégalités plutôt que, je ne sais pas moi, l'histoire de la poterie au XVIIIe siècle? L'univers des faits est infini. Il y a forcément un choix personnel, donc une valeur au départ, non? Absolument. Et c'est là que Weber sort un concept génial pour résoudre ce paradoxe. La pertinence par rapport aux valeurs. La pertinence par rapport aux valeurs. En allemand, Wertbeziehung. D'accord, mais pouvez-vous traduire ça en langage courant? Bien sûr, ça veut dire que si l'analyse elle-même doit être neutre, le choix de notre sujet d'étude, lui, est totalement subjectif. Il est guidé par nos valeurs et par les grandes questions culturelles de notre époque. Je vois.
On étudie le capitalisme, les religions ou les inégalités, parce que ces phénomènes ont une signification, une importance pour nous. Ce sont nos valeurs, nos idéaux, qui nous font découper un petit morceau dans la réalité infinie pour en faire un objet d'étude. C'est comme si nos valeurs agissaient comme un projecteur. Oui, j'aime bien cette image. La scène de l'histoire humaine est immense, sombre et chaotique. Et nos valeurs décident de la partie de la scène qu'on va éclairer. Mais une fois que le faisceau du projecteur est fixé, le travail du scientifique, c'est de décrire très précisément ce qu'il voit à l'intérieur de ce cercle de lumière, sans essayer de maquiller l'image pour qu'elle ressemble à ce qu'il voudrait y voir. J'adore cette analogie, hein. C'est une excellente image. Et pour la pousser plus loin, Weber dirait que la science nous oblige aussi à décrire les monstres ou les trésors qui se trouvent dans le faisceau de lumière. Même s'ils nous déplaisent. Même s'ils contredisent nos espoirs les plus chers. Exactement. Et cette idée a une conséquence énorme. Laquelle? Ça signifie que les sciences sociales ne seront jamais finies. Il n'y aura jamais un grand livre qui explique tout, une sorte de tableau périodique des éléments de la société. Puisque les questions qui nous animent changent avec chaque génération, le projecteur se déplacera sans cesse, éclairant de nouvelles zones. C'est pour ça que Weber dit que la science sociale est condamnée à une éternelle jeunesse. Attendez, si ce que vous dites est vrai, que la science sociale est en perpétuelle reconstruction et ne peut pas établir de loi universelle comme en physique, Oui, alors on a un problème. Comment peut-on même oser comparer des choses aussi énormes que le capitalisme, le christianisme ou l'artisanat? On compare des nuages. Est-ce que Weber a un outil pour mettre de l'ordre dans ce chaos? oui. Et c'est peut-être son outil le plus célèbre, l'idéal type. L'idéal type. Alors, un idéal type, attention, ce n'est ni une moyenne de tout ce qui existe, ni un modèle moral de ce qui devrait être. Non, c'est une construction purement intellectuelle, une sorte d'utopie logique. Une utopie logique. Oui. Pour le créer, on prend plein de petits détails un peu éparpillés dans la réalité, on accentue volontairement les traits les plus caractéristiques et on les assemble pour créer une image d'ensemble, un tableau de pensée parfaitement cohérent. D'accord. Donc, si on voulait créer un idéal type de la start-up de la Silicon Valley, par exemple, Ah, bon exemple. On ne ferait pas la moyenne de toutes les entreprises existantes, on prendrait les traits les plus caricaturaux, le fondateur qui a abandonné ses études, le garage des débuts, le PDG ensuite à capuche, les levées de fonds à plusieurs millions. voilà, le pitch pour changer le monde. Aucune start-up n'est exactement comme ça dans la réalité, mais ce modèle nous vient tout de suite à l'esprit. C'est un exemple parfait, c'est exactement ça. Et la fonction de cet idéal type, ce n'est pas de décrire la réalité. Non. Non, c'est de la mesurer. C'est un instrument, un gabarit. On prend une entreprise concrète et on la compare à notre idéal type de la start-up. Ça nous permet de voir où elle colle au modèle, où elle s'en écarte et surtout de se demander pourquoi. Ça aide à caractériser sa spécificité. Voilà. Mais le danger, et Weber insiste beaucoup là-dessus, c'est de confondre l'outil avec la réalité, de croire que notre idéal type est la vérité. Confondre l'idéal type de la démocratie avec ce que la démocratie doit être, c'est quitter le terrain de la science pour entrer dans celui du militantisme. Ok, cet outil est puissant pour analyser des structures. Mais comment l'appliquer au passé, à l'histoire? Comment un historien peut-il affirmer qu'un événement A a été la cause de l'événement B? Prenons l'exemple que Weber utilise lui-même. La bataille de Marathon. Exactement. Comment peut-on prouver qu'elle a eu une importance décisive pour la culture occidentale? On ne peut pas remonter le temps et refaire l'histoire sans cette bataille pour voir ce qui se passe. C'est là que la logique de Weber devient vraiment subtile. Puisqu'on ne peut pas faire l'expérience en vrai, il faut la faire dans sa tête. L'historien doit se livrer à ce que Weber appelle une expérience de pensée. Il doit construire une alternative et se poser la question. Et si? Oui, que se serait-il passé si les Grecs avaient perdu la bataille de Marathon? Et pour répondre, il ne peut pas juste inventer une histoire de science-fiction. Il doit formuler ce que Weber appelle un jugement de possibilité objective. C'est un jeu de et si, mais version scientifique en quelque sorte. Alors c'est ça le fameux savoir nomologique dont j'ai lu un mot dans les sources. Ça sonne hyper intimidant. Ça a l'air compliqué, mais l'idée est assez simple. Le savoir nomologique, c'est juste une façon rigoureuse de dire notre connaissance de base des règles du comportement humain et social. D'accord.
On sait par expérience et par l'étude de nombreux cas comment les gens réagissent en général sous la pression, comment les sociétés se comportent face à une conquête, comment les idées religieuses peuvent façonner une culture, etc. En se basant sur ce savoir, l'historien peut évaluer ce qui était probable. D'accord, je vous arrête 2 secondes. Expliquez-moi ça comme si j'étais un débutant total. Quand vous dites que l'historien peut juger ce qui était probable, ça veut simplement dire qu'il y avait de bonnes chances que ça se passe comme ça, sans pour autant dire que c'était inévitable. C'est exactement ça. En se basant sur ce qu'on sait de l'Empire perse de l'époque, sa structure théocratique, sa culture, etc., l'historien peut juger qu'il était objectivement probable qu'une victoire perse en Grèce aurait étouffé le développement de la philosophie, de la démocratie et de l'art tels qu'on les a connus. C'est en isolant ce seul facteur, l'issue de la bataille, et en imaginant la cascade de conséquences probables si elle avait été différente, qu'on peut établir son importance causale. Je vois. C'est ce que Weber appelle une causalité adéquate, un ensemble de conditions qui rendent un certain résultat non pas certain mais hautement probable. Au final, en fouillant dans ces vieux textes de Weber, on repart avec une super boîte à outils pour penser. Oui, c'est vraiment ça. Si je résume, on a premièrement un détecteur de jugement de valeur pour toujours essayer de séparer ce qui est un fait de ce qui est une opinion, indispensable. Deuxièmement, une lampe torche qui nous rappelle que nos propres valeurs déterminent ce qu'on choisit de regarder, mais pas ce qu'on y trouve. Très juste. Troisièmement, un gabarit conceptuel, l'idéal type, pour mesurer le chaos de la réalité. Et enfin, une sorte de machine à remonter le temps mental pour évaluer l'impact réel des événements du passé. C'est un résumé parfait. Et ce qui est incroyable, c'est de voir à quel point cette pensée qui a plus d'un siècle nous parle aujourd'hui. Ah oui, bah oui. Dans notre monde saturé d'informations, de fake news et de débats totalement polarisés sur les réseaux sociaux, cet appel à l'honnêteté intellectuelle est une bouffée d'air frais. Pensez à un débat houleux en ligne. L'approche weberienne serait de dire « stop ». Avant de se jeter des anathèmes et de dire si c'est bien ou mal, clarifions les choses. On pose les faits d'abord. Exactement. Quelles sont les conséquences probables de la politique A et de la politique B? C'est un travail de clarification, pas de militantisme. C'est incroyablement difficile à faire, mais c'est ça, l'intégrité. Weber écrit quelque part que la mission du penseur est de garder la tête froide face aux idéaux de son temps et, si nécessaire, de nager à contre-courant. Une très belle formule. Une dernière pensée, une question à méditer. Dans notre monde actuel, où les courants d'opinion sont si puissants, amplifiés par les algorithmes, que signifierait aujourd'hui, pour quiconque cherche simplement à comprendre, le fait de nager à contre-courant ?